Ah, c'est comme une vague. Je sens que je peux faire un acapella là, tellement je suis tranquille. En vrai, c'est du vent. Et en même temps, c'est du feu. C'est de l'eau. C'est de la foudre. C'est quelque chose, en fait, c'est tellement. C'est là, c'est présent. C'est comme un tonnerre qui infiltre, en fait, toute la matière. C'est de l'énergie. Ça veut tout éclairer, tout savoir. Ça veut tout énergiser. Quand ça passe, c'est comme quelque chose qui fait qu'améliorer un processus constamment. Ce qui veut dire que si on pouvait d'un coup prendre une chute de ça, là, je crois que c'est comme si on voyagerait dans le temps. Je sais pas comment dire, mais on serait beaucoup plus accéléré qu'on l'est déjà. Parce que le fait même, en fait, qu'on ralentit, qu'on passe, c'est on n'a pas la capacité d'aller en profondeur de notre propre réflexion. C'est automatique, c'est même pas une réflexion, c'est quelque chose d'extrêmement prédominant, en fait. Ça vient avant la pensée, mais ça, il faut pouvoir le laisser passer, en fait, parce que tu la freines en réalité, tu viens t'interposer contre ça. C'est comme si là, je parle, en fait, mais ça réveille des questions chez ceux qui écoutent, en fait, mais ça réveille les questions aussi chez moi. Sauf que moi, j'ai déjà la réponse, mais pour moi, une réponse, c'est pas une réponse. Une réponse, c'est une façon d'observer quelque chose qui est déjà séparé de moi, donc c'est un mensonge. Ça peut pas être réel si c'est séparé de moi. Donc je réponds. Pour vous, ça sera comme, ah, peut-être j'ai répondu, mais en même temps, ça va soulever des questions chez vous encore parce que ça reste de l'ambiguïté. Mais je réponds à rien du tout, je fais que parler, là, j'explique en fait. C'est juste ça. Quand on parle, on va jamais extraire en fait toute la substance d'un mot ou d'une phrase en fait. C'est comme si on fuit pour essayer de faire des hypercutes, des dunks, des trois points. Quand on parle en fait, on a une tendance à parler qui est mécanique. Qui veut dire qu'on a tendance à fuir en fait la réalité d'une seule. C'est comme si, je l'ai dit tout à l'heure là, au début, je sais plus comment je l'ai dit. C'est comme si quand l'énergie passe en fait, c'est comme le vent en fait. Ça fait quelque chose bouger dans la matière, ça agit, ça fait respirer, ça fait vivre. Ça, c'est une matière c'est une substance c'est une substance. J'ai même pas envie de qualifier ça de quoi que ce soit parce que c'est quelque chose même qui est impalpable pour notre perception, on va dire, euh, physique, actuelle. Mais ça reste en fait de l'évidence qui est totalement instantanée. C'est pour ça que je dis que c'est là, c'est posé. Je suis en train c'est comme si on parle de l'artefact de Dieu. Quand on commence à parler de ça, on rentre dans un infini en fait. C'est là où, essayer de parler de ça, c'est comme un bon moyen d'essayer d'extraire en nous en fait des choses nouvelles. Parce qu'on n'a jamais, il y a des choses en fait qu'on se bloque, on va pas dessus, c'est comme tabou parce qu'on peut pas en parler. Tu vois, des principes comme la mort, ou des choses qui peuvent être plus embarrassantes justement de notre vie du quotidien de tous les jours. On n'en parle pas parce qu'on, et ça nous empêche d'en extraire des choses en fait qui peuvent être formidables pour nous-mêmes. Et ça va nous servir. Je l'ai dit, c'est comme l'origine en fait. C'est l'origine parce qu'un enfant pose toujours des questions au tac au tac. Et dans son originalité, sauf qu'il ne se rend pas compte que ces questions à lui sont déjà des réponses. Ce qui veut dire que l'enfant, il te pose des questions. Il devrait lui-même se répondre. Mais en se répondant, il verrait qu'automatiquement, il a un amas de questions sans se les poser directement. C'est évident. Ou d'où la question sort, d'après vous. Une question, c'est pas genre, oups, j'ai une question qui arrive dans la tête, quoi. C'est ça, mais c'est quelque chose qui vient avant ça, qui se forme, et qui t'insiste à éclairer une pièce qui est sombre dans ton esprit. Quelque chose que tu ne comprends pas. C'est pas une question, c'est une volonté d'éclaircissement, de voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est juste comme une lumière, en fait. Mais quand tu la mets, quand tu éclaires la pièce, tu vois d'autres pièces. Donc tu es obligé de les bouger, en fait. C'est comme si tu veux éclairer toute la pièce. C'est pour ça que parler, ça devient comme un délire infini. On est comme dans une position où, là, j'essaie d'expliquer ce que j'explique. Et ça va être comme ça à l'infini. Et ça va me pousser très loin. C'est ce qui est intéressant. Quand on grandit, en fait, on commence à devenir des copies de l'original qu'on était. Alors, on essaie de retrouver l'original à travers le peu d'existence qu'elle a, à travers certains êtres qui ont la capacité de pouvoir continuer à faire ce que les enfants ont toujours fait, courir dans la piscine et nous, on saute sur eux pour les rattraper, foncer dans le tas.
Mais quelques personnes, quand on essaie de s'inspirer, de faire du développement personnel, de chercher de la volonté, on va toujours s'inspirer par des personnes en fait qui nous parlent justement de ce genre de concept. Mais ça, c'est toujours ça. On recherche notre origine. Juste le côté en fait audacieux, tu es capable d'aller éclairer n'importe quoi. Quand l'enfant saute dans l'eau, c'est pas parce que il se questionne sous l'eau. Il a pas de question. Il va le faire, il va voir c'est quoi. Direct, boum. Bah, ah, c'est pour ça que le principe en fait de la parole, ça te permet toi-même de te connecter à quelque chose qui est beaucoup plus fort que toi, dans un sens où tu es cette chose, mais tu es toujours dans une accélération sur ta mémoire. Ça va faire qu'elle ne pourra jamais venir te ralentir en fait dans un processus, dans une explication de retour. Dans une explication, quand tu retournes dans un phénomène, en fait, tu le décortiques, tu es obligé de retourner à la source. Dans un sens où, au final, quand tu éclaires le chemin, tu constates que tu as éclairé toute la pièce. Tu vois que c'est pour ça que je dis ça, c'est mécanique. C'est comme si moi, on va pas dire que j'ai pas de questions à me poser, mais je parle peut-être, il peut y avoir des choses que je dis qui sont ambiguës. Quelqu'un va me poser une question, mais je sais que c'est ambigu parce que moi-même, je vois toutes les nuances que je fais pas quand je parle en fait. Qui veut dire que moi, je fais que expliquer une source, une forme en fait. Et c'est survoler en fait l'entièreté de ce qu'il y a à l'intérieur. On est obligé de la survoler parce qu'on peut pas. Parce que sinon, c'est comme si je vais me mettre à écrire, à faire un audio qui va nous prendre toute une vie là, mais ça servira encore, hein. Parce que l'important, c'est l'assimilation de tout ça. C'est comme si tu retournes en mode question, en fait, mais tu te questionnes toi-même, pas dans ton extérieur, dans le fait d'aller chercher une réponse par quelqu'un. Parce que tu vas chercher une réponse sous la copie. Et à force de copier des copies, en fait, on finit par retrouver des fragments d'originalité, mais ça reste des copies de la fragment de l'originalité. Donc si tu commences à te trimballer avec la copie, en fait, c'est comme si ça veut dire que moi, j'aurais la capacité de retrouver l'original. Je saurais qui est-ce que tu imites. Dans un sens où on peut voir ça partout, hein. Si, dans n'importe quel corps d'art ou de métier quelconque, en fait. Quand on regarde une personne faire son art, en fait, on pourrait savoir d'où son style de peinture vient. Parce qu'il y a déjà quelqu'un, par exemple, si tu vois quelqu'un faire du Picasso, tu sauras que c'est du Picasso ou du Michel-Ange. La façon dont il a transcendé, en fait, transcendé. Il a un peu dessiné la religion, en fait, et avec une sorte de proximité avec l'homme. Mais je veux dire, même dans l'être, hein, on peut reconnaître l'original. C'est pour ça que la copie nous, comment dire, ça nous dérange la copie. On voit quand quelqu'un imite quelqu'un. Une copie, mais tu peux être l'original en fait, dans ta nature, sans avoir besoin à être coincé dans une autre copie que tu as pris parce que tu as senti qu'en lui, il y avait une parcelle d'originalité. Il y a un truc très fait dans ça. Quand tu viens penser en fait que tu dégages une forme de sagesse en fait, et quand tu viens dans tes mouvements à imiter les sages, il faut que tu mettes dans ta tête que l'artefact du sage, il existe déjà. Donc toi, quand tu bouges comme le sage, tu oublies que tes mouvements naturels ne sont pas là. Tu vois, en vrai, quand tu regardes le mouvement, il est inarrêtable, il est comme la parole. On a tout le temps envie de bouger. On se canalise parce qu'on grandit. On se canalise parce que, on va dire que maintenant, il y a une forme de regard extérieur qui nous a obligés, programmés à avoir une gestuelle particulière, tu vois. Quand on regarde les mouvements aristocratie, il n'y a pas que l'inutilité, non, il y a une façon de bouger, en fait, qui idéalise même ta fonction musculaire. C'est des choses intéressantes, mais quand tu vois que des fois c'est trop poussé, quand je regarde l'artefact du sage, en fait, et quand je vois la copie chez quelqu'un, je la reconnais tout de suite. Je saurais c'est qui l'original, c'est qui a amené le mouvement, en fait, parce que il peut y avoir deux personnes, en fait, on va dire, de l'artefact du sage. Deux sages qui bougent d'une manière ample, mais je vais voir que les deux sages sont dans l'originalité. C'est subtil, mais je peux voir ceux qui copient ces deux sages qui sont ou l'un d'eux, celui qui copie l'un d'eux et qui sera juste la copie en essayant d'imiter la parcelle d'originalité du sage.
Ça, tu ne peux pas fuir ça, c'est impossible. C'est ce qui fait que quand on regarde quelqu'un, on sent quelque chose qui nous démange, qui nous dérange. On voit que la personne est dans une couple. Parce que quelqu'un est naturel, il peut faire le même geste que quelqu'un. Mais c'est là où la subtilité devient intéressante. Tu ne le fais pas parce que ça te donne l'impression de paraître tel quelque chose. Le geste, c'est fait. C'est le corps bouge tout seul quand tu es dans ton énergie parce que je lui ai dit, il n'y a plus de semblant à faire dans l'action. Donc tu te réfléchis plus quand tu bouges. C'est plus une question de réflexion. La seule, tu seras là en fait pour te limiter dans ton expression verbale. Parce que si tu parles, en fait, je pense que tu vas beaucoup bouger, beaucoup parler. Parce que si tu restes naturel, tu regardes juste la communication d'un enfant physique et verbal, elle est extrêmement vivante. Que c'est du pareil au même, parce que là, tu n'es plus dans une réflexion de paraître avoir l'image de ce que tu veux renvoyer en fait. C'est plus ça qui compte parce que tu t'es... Enfin, ça, c'est autre chose. Je vais m'arrêter avec la copie et l'original. Mais j'ai envie... Là, mon ego, elle est d'une connerie là. Enfin, mon ego, pas, je m'en fous qu'elle parle en vrai. Mais parce que des fois, quand elle dit des choses, c'est extrêmement, on va dire, bienvenu. C'est pas le moment. D'ailleurs, le moment de quoi du tout là. Je me donne aucune mission pour moi. Pour quoi je fasse des choses en parallèle à ma chaîne YouTube en fait. Donc je suis pas dans un mouvement où j'ai besoin de faire quelque chose. Je vise à donner quelque chose pour recevoir quelque chose en fait. C'est quelque chose qui me fait plaisir totalement. Donc ça m'amuse et ça me permet en même temps d'avoir un retour personnel, mais pour moi. C'est comme si c'est le fameux faire sans faire, hein. Vraiment là. Après, j'ai rien. Comment dire, je suis pas dans la manipulation là, vraiment. Et, et Aurélia, je vais la laisser parce que je cherche vraiment pas la perfection. Justement parce que je suis pas dans le magnétisme où je veux obtenir quelque chose de ce que je raconte pour pouvoir en tirer des bénéfices personnels financiers. Parce que quand je me rends compte bien en fait que la machine est déjà lancée en réalité, que comment dire, j'aspire à autre chose simplement. Mais bon, là même, j'ai déjà commencé à parler, je m'explique pour je ne sais quoi. Je crois que je suis coupé l'audio. Je vais pas le faire trop longtemps, je regarde combien de temps qu'il reste. Oh là, j'ai déjà dépassé 12 minutes. Ok. Pour revenir à ce que je disais au départ, dont je me souviens absolument plus. C'est dommage parce que je crois que c'était quelque chose d'intéressant. Et si je parle de la copie et de l'original, c'est aussi totalement intéressant parce que si on reste sur ça, on voit que l'origine, en fait, elle est toujours là. On la recherche comme un père et une mère recherchent l'amour dans leur enfant. En fait, ils recherchent le bien qu'un enfant leur procure. Comme au lieu d'aller sur une vallée, regarder l'horizon, bien regarder un coucher de soleil, tu ressens tout ça à travers l'enfant parce que c'est juste tout ce que tu émanes en toi, en fait. C'est pour ça que je te dis, la projection extérieure, elle est toujours en nous. Mais c'est comme si on s'est séparés. Tout ce qu'on projette, en fait, à l'extérieur, c'est une partie de nous. Ce qui fait que toute cette énergie et l'énergie extérieure, c'est pour ça qu'elle nous fait vibrer. C'est une, part, c'est une partie de nous, oui. C'est, c'est bien, c'est wow, ça, je vais y aller. Quand je me suis, je me suis assoupi involontairement, je sais même pas, ça m'arrive de m'assoupir involontairement dans le sens où je suis pas fatigué, mais mon corps décide qu'il va pas, qu'il est fatigué. C'est bizarre de dire ça. Parce que quand ton corps est fatigué, c'est bien que tu es fatigué. Mais en général, quand tu es fatigué, ton esprit, ton mental s'éteint aussi. Il y a des fois, ton mental va pas s'éteindre, c'est juste ton corps qui va s'éteindre. C'est cette futilité-là, ça qui me fait savoir que je vais entrer dans un sorte d'état particulier. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement macroscopique. Je sais plus si on dit ça en microscope. En fait, j'étais extrêmement petit. J'ai l'impression, et je regardais un truc, en fait,
qui ressemblait vachement à... En fait, je vais pas dire que ça ressemblait parce que j'étais là et quand j'étais là, c'est comme si je savais déjà qu'est-ce que c'était. Et la question que je me suis posée, c'était déjà la réponse. Comme j'avais expliqué en fait dans l'un de mes audios, en fait, j'étais comme en train de me poser la question et me répondre à la question. J'avais l'impression d'être vraiment à côté du cerveau. C'était le cerveau pour moi, mais là où j'étais, c'était l'évidence. Mais je me suis rapproché du phénomène. J'étais extrêmement petit, ça ressemblait pas à un cerveau. Ça ressemblait à... J'avais l'impression d'être à l'intérieur même du corps. Et je dis ça, ça pouvait être autre chose. Mais une chose est sûre, j'étais à l'intérieur du corps. Même que j'ai l'impression que l'intérieur et l'extérieur, je veux dire, on peut dire que j'étais à l'extérieur, mais comme l'intérieur et l'extérieur, ça revient à la même chose. Et que je me suis rapproché pour voir, ça a fait comme une putain de fleur en fait. Ça s'est ouvert. Et ce qui est bien avec ça, le lendemain, ça a fait d'autres choses, mais c'est peu important. Le lendemain, en fait, je tombe sur Shaoli. Qui est Shaoli? Avant de tomber sur Charlie, je suis tombé sur une émission qui parlait du cerveau. Et comme par hasard, ça parle de... Il y a une partie du cerveau, en fait, il y a des formes à l'intérieur du cerveau, elles sont en fleurs. Je ne savais même pas. Je l'ai appris ce jour-là. Il commençait à parler de ça. Donc j'ai mis l'émission à côté. Je ne l'ai même pas encore regardé, en fait. J'ai dit, ah ouais, la synchro. Quand je dis la synchro, c'était trop bien fait. Et, et boum, quelqu'un en parle, hein. Et je me suis dit, oh non, mais lui, il en a parlé à sa manière. Il parlait carrément de... Il a comparé la création, une fleur, une pétale qui souffre. J'ai dit, what? Et c'est là que j'ai compris, en fait, le délire. C'était trop bien synchronisé, ces trois trucs-là. Ça m'a montré que... Ça m'a fait comprendre là où j'étais, en fait, à peu près. Pas forcément. Parce que les aspects de là où tu es en fonction de la manière dont tu le vois peut être très différent d'un point de vue à l'autre, en vrai. Mais bon... Oh, je suis beaucoup trop loin dans mon audio. Quand tu entres dans l'original, en fait, ça te permet de ne plus avoir besoin de douter de ce que tu sais. Parce que l'original, quand il décide, en fait, qu'il s'endort, il va s'endormir. S'il décide qu'il reste sien dans son rêve, l'original va le faire, en fait. C'est très facile pour lui de le faire. Quand tu es là, coupé, tu es perturbé constamment par les pensées des autres, tu n'as plus ton esprit pour toi. Donc il est complètement envahi, pénétré. Tu n'as plus la capacité de faire des choses que tu peux même plus t'en souvenir. Parce que quand tu as un vide mental, tu es dans une fluidité incroyable. C'est, il y a une lourdeur qu'on dort, on ne le remarque pas. C'est lourd. Je l'ai remarqué parce que quand j'étais jeune, je faisais des voyages astrales faciles. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je galère comme ça. Je rentre, je vais dormir, je suis fatigué, je suis claqué. Après, il y a plein de phénomènes qui font que, là encore, si j'en parle, je sais que je vais découvrir des trucs, en fait. Parce que déjà, j'en parle, tu vois, j'ai apporté une petite réponse, mais ça a ouvert un paquet de questions encore. Mais j'ai déjà les réponses de ces questions. Donc, c'est pour ça que je dis si j'en parle. Mais en tout cas, quand on est petit, en vrai, si on y met la volonté d'entrer, en fait, dans ses rêves de façon lucide, on va le faire. Je le faisais comme ça. C'était tellement simple pour moi. J'ai dû essayer peut-être un certain moment à le faire, mais après, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que je m'endormais pas. Et il y avait comme... j'avais la sensation, en fait, parce que j'expérimentais des trucs d'enfant, j'étais jeune. Je devais avoir entre 9 et 12 ans. Et entre 9 et 12 ans, je ne crois même pas que j'avais 12 ans. Mais bon, parce que je me souviens que la première chose que je me suis projeté pour tester, c'était un jeu vidéo. Je me suis dit, moi, je restais là. Au début, j'ai fait un mantra. J'étais vraiment jeune. J'ai fait un mantra sans savoir qu'est-ce que c'était. C'était drôle parce que mon mantra était simple. C'était je veux rester conscient quand je dors. Je reste un truc comme ça. Mais j'avais entendu à la télé, si tu répètes quelque chose 7 fois, ta mémoire ta mémoire le mémorise de façon beaucoup plus permanente. C'était ma technique aussi pour mémoriser des trucs. Comme j'avais entendu ça, je le faisais souvent, donc je l'ai fait pour le mantra. Je sais pas quelle idée m'a pris de vouloir rester éveillé dans mon rêve. Ouais, en tout cas, je l'ai fait. Mais à la longue, après toutes mes petites expériences, en fait, on va dire, il y a eu des réminiscences après, mais j'avais arrêté parce que j'avais l'impression de ne pas dormir et de ne plus profiter. C'est comme si je voulais
retrouver quelque chose que j'avais dans le rêve, que j'avais pas quand j'essayais de le contrôler. Parce que ce que je savais pas, c'est que j'étais aussi dans une densité émotionnelle dans le rêve, mais ça, j'aurais pas pu le voir. J'étais trop jeune en fait. C'est comme la réalité. On est absorbé par l'extérieur. Le rêve fait la même chose. Ça nous absorbe. Et quand tu as un certain niveau de lucidité, tu remarques que tu vas pas faire ce que tu veux dans le rêve. Parce que le rêve est là pour t'obnubiler. C'est comme la matrice, c'est la même chose. Dans ma lucidité, je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que le rêve était en train d'essayer de ma matrixer à fond. Ce qui veut dire que quand ils voient que tu vas te réveiller du rêve, ils accélèrent. Soit ils envoient un truc pour... C'est comme... c'est comme un jeu. Je fais pas de s'ils le pour te réveiller aussi, le font pour t'endormir. Mais moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient m'endormir. Parce que j'avais déjà une lucidité, j'avais un but. Ça, c'est récemment, enfin récemment, c'est quelques temps. J'ai fait quelques trucs dans mon rêve et après ça, j'ai constaté comme un retour. En fait, il y a énormément de voix, il y a énormément de sons. Il y a des trucs, ils m'ont tout envoyé. Des femmes pour me parler, des filles qui me couraient après, des situations étranges pour me désorienter. Mais je constatais tout ça. Ils voulaient m'empêcher d'aller là où j'allais. Après, c'est ce que je dis, hein, moi, en même temps, quand j'ai constaté ça, je me suis mis en colère en tabarnak, je le dis. Je me suis mis en je pétais un câble, ça a démonté le rêve, ça m'a propulsé. Et là, je vais m'arrêter là parce que c'est ce qui est intéressant. Quand tu viens et tu constates que quand tu grandis, en fait, avec toute la psychologie, en fait, qu'on absorbe à l'extérieur, ben, c'est comme ce qui se passe dans le rêve. On est tellement habitué à dormir et se réveiller, quand ça en est devenu normal. Que quand j'ai essayé, quand plus tard, en grandissant, de reprendre mon contrôle de mes rêves lucides, j'ai constaté une forme d'effort. C'était incroyable. C'est incroyable toujours. Ça me meurt toujours. Je dis, en fait, c'est la psychologie qui fait ça d'abord, j'en suis sûr. Après, je sais qu'il y a d'autres facteurs. Mais je n'en parle pas, je le sais. Je sais que c'est latent, je sais que je peux en parler et je le serai. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, mon audio est trop long. Quand tu- C'est pour ça que quand tu te vides psychologiquement, tu peux rentrer en toi plus facilement. You know?